Mais le problème n'était pas que j'embrasse une fille sur la bouche, c'était le problème de ce qu'on avait fait. Voici. Je suis resté un voyou intellectuel et j'espère que je vais crever en tant que voyou comme ça. Jusqu'où peut-on aller dans la provocation? Y a-t-il des règles à ne pas dépasser, des limites? Bref, les provocateurs sont-ils les professionnels du mauvais goût ou les derniers défenseurs de la liberté d'expression? Alors ce soir, sur ce plateau, il devrait y avoir de l'ambiance avec vous tous, puisque vous n'avez pas l'habitude de garder votre langue dans votre poche. Lio, à 14 ans, vous chantiez Banana Split. Est-ce que vous aviez le sentiment à ce moment-là d'être déjà provocatrice ou pas? Non, enfin, moi je le voyais pas comme ça, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une certaine mollesse et c'est pour ça que j'ai chanté les bananes, le seul fruit tout le temps en érection, dur, vaillant et plein de plaisir, conquérant, quoi. Et à partir de ce moment-là, vous avez toujours voulu rester dans la provocation, par désir de choquer ou pas? Non, par désir d'exister. Professeur Choron, pourquoi justement ça tourne toujours autour du sexe? C'est parce qu'on croit, Vous aussi, d'ailleurs. que c'est libéré, le sexe, puis finalement, tu t'aperçois que non, c'est toujours aussi égrillard, tu vois, t'as pas le droit de montrer ton cul pendant une petite balade dans Boulogne avec le cul à l'air, les flics viennent machin. J'avais oublié de dire que vous tutoyez aussi, hein, par provocation aussi? Vous tutoyez tout le monde? Oh, c'est de la petite Ça, provocation c'est à la petit. Carl Zéro, c'est minable. Sympa, ça va lui faire plaisir. Ah non, mais c'est minable, c'est minable. Ah non. Alors, votre vrai nom, vous, Georges Bernier. Que j'ai renié. De Charlie Hebdo à Harakiri, alors vous avez toujours été sur le même registre de la provocation. Vous n'avez jamais eu, vous, envie de changer de registre? Il y a des gens qui m'ont proposé en me disant, tu sais, tu devrais faire quelque chose de sérieux, Choron, tu devrais faire un truc comme Voici, tout ça. Bah, tu vois, genre, on préféré rester dans Harakiri. Mais c'est le même boulot, finalement. Hein, fait avec humour, quoi. Alors, pour répondre à vos propos, le père Rougier, qui est en même temps prêtre du diocèse d'Évry, et alors on dit présentateur du Jour du Seigneur sur France 2. Pas du tout, prédicateur. Je savais. Mais souvent, j'imagine, quand vous dites présentateur, vous présentez le Jour du Seigneur. On dit n'importe quoi. Moi, une fois, on a dit que je faisais une conférence sur l'athlétisme, c'était sur l'athéisme. Alors, on dit ce qu'on veut. Hein. Et ça vous ennuie lorsque l'on vous dit ça? Non, c'est marrant. Mais moi, le Jour du Seigneur, c'est mon émission préférée. Ah bah voilà. C'est quand même une émission que tu passerais sur un café-théâtre, que tu te fendrais la gueule jusqu'au bout. C'est vrai, on est heureux, mon Seigneur, on est heureux. Mais tu mets ça sur une scène de café-théâtre, tout le monde explose de rire. Cet anticléricalisme qu'il affiche depuis très longtemps vous fait bondir? Je ne sens pas les valeurs évangéliques menacées par ce genre de propos. En tout cas, moi, j'avais envie de dire par rapport à cette émission que pour moi, Jésus-Christ était le plus grand des provocateurs, mais sa provocation portait sur un autre thème, c'est-à-dire il voulait défendre la cause de l'homme, et chaque fois que l'homme était diffamé et outragé, il prenait sa défense en provoquant l'ordre établi. Non, mais il savait qu'il allait ressusciter, il a fait semblant de mourir, faut pas déconner, tout ça c'est bidon. J'aimerais peut-être qu'on fasse un tout petit peu un point avec Maester. Alors, Il faut que je lise, c'est moi. Oui, lisez, parce que nous... Le jour où les prêtres ressembleront à Lio, l'Église gagnera des fidèles. Ça, c'est gentil, non? Oui. Mais ça, c'est pas très provoque quand même, si? C'est provoque pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de monsieur Rougier. Pas du tout. Est-ce que c'est Pas du tout. provoque? Moi, je connais des dizaines de cheftaines qui sont exactement comme Lio. Ça m'étonnerait, et arrêtez tout de suite, parce qu'on va aller s'expliquer dehors. Puis à partir du moment où il y a une telle liberté de parole, une telle libéralisation, est-ce qu'effectivement, la provocation aujourd'hui, ce n'est pas de parler des sentiments et d'amour? On peut toujours ressortir les vieilles conneries, non, alors- les vieilles merdes qui font toujours ce qui est marcher. On a toujours fait marcher les mecs avec aller défendre la patrie, tout ça. Bon, alors les vieilles merdes, elles remarchent tout le temps, tu vois. Bon, la religion a quand même traversé des milliers d'années. Parce que à chaque fois, il foutent la trouille aux gens. Il y a un siècle qui change, il y a tout ça. Bon, d'accord, donc vous n'êtes pas du tout d'accord. Ah bah non, Michel Muller. Quand même, c'est que la provocation, ça marche aussi avec la religion et avec les institutions et tout ça. C'est que Choron et mon père, Rougier, font un merveilleux duo. C'est que ça marche ensemble, quoi. C'est qu'on a besoin de la religion quelquefois pour pouvoir leur rentrer dedans aussi, quoi. Effectivement, tout montrer est tel que les caméras sont là, béantes devant tout, c'est pas
très chouette. C'est pas génial. Je trouve que ça fait pas vraiment avancer. Mais quand je posais la question, on peut tout penser et donc tout dire. Ça, c'est une vraie question. Et j'ai pas eu de réponse très libertaire à votre endroit. Maintenant, deuxième chose, je trouve pas que l'Église catholique a jamais été très fringante, très drôle, très libertaire, très enjouée, et que oui, effectivement, elle a toujours mortifié le corps d'une manière redoutable et très chiante. Ça, il faut quand même bien le dire. Je voudrais quand même demander à Lio, depuis l'époque de Banana Split, vous aviez 14 ans. Oui, j'avais 14 ans quand j'ai commencé, 16 ans quand le disque est sorti, oui. Voilà, aujourd'hui... J'en ai 38. 38, mère de 5 enfants, 3 pères différents. Ah oui, c'est une mère lapine. On est déjà surpeuplé, non de Dieu. Il existe des pilules. Lio, vous avez toujours parlé ouvertement de sexualité. Ouais. Je disais simplement parce que vous vous sentez une femme libérée, ou au départ, vous l'avez fait vraiment pour provoquer? Quand on a un fort élan de vie, c'est forcément provocateur parce que la société va à l'inverse. Donc, voilà. Alors attendez, Lio, je t'aime, on fait le 6e. C'est une déclaration d'amour de Maester. Je suis d'accord. Avant de continuer, j'aimerais que, comme on le fait traditionnellement dans l'émission, Lio, on regarde un micro-trottoir express, puisqu'on est allé demander aux gens ce qu'ils pensaient de certains de vos propos. Lio, la chanteuse, parle publiquement de masturbation. Comment vous réagissez? Très bien, je réagis très bien, c'est très bien. Elle continue. Ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi parler de masturbation? Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'elle parle de masturbation? On va parler d'autre chose? Il y a pas autre chose dans la vie que ça? La masturbation, ça permet de se passer du sexe de l'autre, et c'est très bien, et Dieu, on est bien content de l'avoir, que Dieu nous l'ait donné. Alors je trouve qu'elle a vraiment rien à dire. C'est un tabou, elle a raison d'en parler, il faut les faire tomber. Je sais pas, elle le fait bien. Effectivement, visiblement, ça a marqué les esprits parce que je suis la seule à avoir parlé de masturbation. Donc oui. Donc, non, mais alors, là, encore une fois, là, vraiment pour vous amuser, provoque ou... Mais non, parce que je sais très bien... Vous pensez que vous faites avancer les choses? Écoutez, on me pose une question sur la masturbation, je ne trouve pas le sujet indécent, et donc je parle de la masturbation. Ça s'arrête là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, encore une fois, la mise en exergue par les médias. Et c'est là où ça ça existe, et on n'attrape pas le sida. Voilà, en plus de ça. Dire des choses Trop pour loin, vous, non. ça fait partie de l'exorcisme? Ça fait partie de l'existence. Et de bien rigoler, parce que si on était là tous muets, qu'on n'échangeait rien, on ferait chier, les gars. Et là, tout ça, c'est parce que ça cause, ça parle, ça pense, et ça se dit aussi un petit peu. Alors, Lio, quand les journalistes écrivaient, ce sont des phrases que j'ai prises dans la presse, des critiques sévères à votre égard. C'est une imbécile qui fait la conne. On a écrit sur vous des trucs terribles. C'est physique de concierge, et puis j'en passe, et des meilleurs, que vous montriez votre cul pour faire du blé. Et vous disiez que c'était surtout... Non, mais je sais pas dans C'est quel bien vos journal. lectures. Oui, non, mais on est allé chercher ce qu'on dit, c'est de la elle le vulgarité. sait, les journalistes de Lio à un moment donné. Est-ce fait que de la ça vous politique. ennuyait, ça vous donnait envie au contraire d'en rajouter? Vous vous êtes dit, ils n'ont rien compris, ou à un moment donné, vous vous êtes dit, je suis allée trop loin? Non, forcément, j'ai réfléchi à pourquoi tout ça, mais parce que je suis dans le jeu social et politique, donc forcément, ça m'intéresse, c'est amusant aussi. Mais non, je me suis jamais dit que j'étais allée trop loin, je me suis toujours dit que je n'étais jamais allée assez loin et pas avec assez de talent, surtout. Pourquoi vous aimez, vous, finalement, vous mettre à nu et parler de votre intimité, de la rendre publique? C'est pas comme ça que je pose la question. Alors, qu'est-ce que vous diriez, justement? Je dis que j'ai commencé très très jeune, à 16 ans, à être une personne publique, fort mise en question, et que j'ai grandi sous l'œil des caméras. Je suis venue petite fille, Lolita, jusqu'à une femme. Et j'ai vécu ma vie de femme et ma vie de citoyenne, et je n'ai jamais su faire un réel cassure entre les deux, parce que ça, pour moi, ça a toujours été mêlé. Et j'essaye toujours de mieux m'amuser, de mieux comprendre et de mieux me placer. J'aime bien l'art du combat. Je trouve que tout ça... Et quand on dit l'art du combat, c'est pas aimer la guerre, c'est un art de se placer. C'est quand même un jeu. J'ai quand même fortement l'impression d'un grand jeu dans cette vie. Et voilà, j'aime bien jouer. Jean-Pierre Mocky, vous ne dites rien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de j'écoute Lio? tout ça, il y a Qu'est-ce de que quoi. vous pensez, là, de ce que dit Lio? Vous savez, les stars qui ont commencé très jeunes, comme Vanessa Paradis, Lio, elles ont une vie un peu particulière quand même. Elle est libre depuis l'âge de 14 ans, et voilà, et c'est une femme libre qui a fait 5 enfants, c'est tout à fait bien. Mais je ne pense pas qu'elle représente la téléspectatrice habituelle. C'est une exception, en quelque sorte. Et je pense qu'il faut des femmes comme ça. Et cette femme-là aussi, cette jeune femme,
Moi, je trouve que c'est bien d'avoir invité des gens qui sont différents, parce que, bon, madame n'est pas différente. Elle a une structure, on la voit, on en voit des dames comme ça. Ça, c'est un peu plus particulier. Donc, on est intéressé de savoir qu'il existe. Elles permettent, alors l'une et l'autre, elles permettent de faire... Il existe, Choron existe, Non, mais le curé, il a un physique de et cinéma. Claire Castillon permettent de... Non, mais on pourrait Vous allez l'engager. Non, mais il est viril, là, vachement viril. Alors donc... Jean-Pierre Mocky, est-ce que Lio, Claire Castillon, permettent de faire des films, c'est des héroïnes de films. Non, mais de faire progresser les choses, les mentalités par rapport aux femmes. Oui, parce que Minou Drouet n'écrivait pas ça. Alors donc, elle n'écrivait pas ça, et même François Sagan n'écrivait pas ça. C'était beaucoup plus tempéré. Donc là, on arrive à quelque chose, on est en l'an 2000, et on a un écrivain comme ça. Et on a une actrice qui a 5 enfants, mais qui dit « je vais baiser avec le monsieur là-bas ». C'est quand même quelque chose, ça. Lio, vous disiez que personne n'arrivera à vous rendre décente. Alors pourquoi vous avez dit ça, et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? En fait, je n'aime pas l'autorité. C'est vraiment quelque chose qui me hérisse. L'autorité me fait chier. Je trouve qu'elle est toujours usurpée d'une certaine manière. Donc voilà, oui, je ne voudrais pas être décente. Je ne voudrais pas rentrer dans un consensus. Je suis, si vous voulez, vigilante là-dessus. Non pas pour des raisons purement moralistes et chiantes, mais parce qu'aussi ça m'amuse et que c'est ma vie. J'essaye de m'appartenir sans cesse. Est-ce qu'il reste des tabous pour vous? Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas du tout? Mais si, bien sûr, il y en a et il faut transgresser sans cesse. D'ailleurs, c'est un des jeux les plus amusants. Mais le sexe en est un, il ne faut quand même pas déconner. Même si on en parle à l'envi, le sexe, dans son intimité propre, en est un, et puis la liberté. C'est parce que c'est un tabou qu'à ce point, il y a des transgressions permanentes. Mais qu'est-ce qui reste à transgresser dans le sexe? Alors, question, André Santilli. De se sentir à l'aise. Parce que moi, j'aime bien Lio. Donc, non, de se sentir à l'aise. Je suis désolée. Mais vous, par exemple, vous sentez à l'aise? Mais attendez... Claire Castillon, elle se sent à l'aise? Mais je ne crois pas. La princesse, mais elle est à l'aise. Moi, je trouve très intéressant... Pardon, attendez. Son harmonie. Elle est à l'aise aussi. Non, moi je me sens à l'aise. Mireille, elle est à l'aise. Choron, dans son genre, il est à l'aise. Bon, ça c'est pour les... Monsieur l'abbé est à l'aise. Le père Rougier, il est à l'aise. Mais en général... quelque chose de plus fort que ça, et que j'ai quand même encore le sentiment que c'est pas évident d'y arriver. J'ai du mal à aller jusqu'au bout, certaines fois, de mes envies, de mes désirs, de mon placement social, de cette possibilité que j'aurais de faire une rencontre comme ça, pour une partie de jambes en l'air formidable, d'où la tendresse et l'amour ne seraient pas exempts d'ailleurs, même si je ne revois jamais ce jeune homme, et que je n'ai pas le sentiment que c'est évident. Professeur Choron, alors vous avez toujours dit que vous ne votiez pas. Et moi, je voterai un jour si on me dit, voilà, on est des êtres humains, on a tous les défauts, on est feignant, on est gourmand, on est envieux, machin, et avec ça, on va essayer de faire une société qui tient un peu la route, tu vois. J'ai horreur du pouvoir. Hein. Dès que tu as le pouvoir, tu deviens con. On en a la preuve, tu comprends. Maintenant, les hommes politiques, comme dit Motti, c'est des rigolos. Bon, leur QI intellectuel est très, très faible. Il n'y a jamais une grande idée qui en sort, tu vois. Hein. Et ils prennent ton pognon en plus que tu gagnes. Quand tu vois tous les scandales qu'il y a eu de pognon et tout, et puis que nous, on nous a poursuivis parce qu'on ne payait pas une contravention, parce qu'on a fait... Mais c'est même honteux, nous, peuple français, qui avons fait la révolution, la Bastille et tout, qu'on soit encore à accepter ces gens-là, nom de Dieu. Allez, on repart en guerre. Mais vous devenez presque une caricature, là, de vous-même. Donc, en faisant trop, justement, en allant trop loin dans la provocation, finalement, ça n'a aucun effet. Regardez, il rit. Il rit, André Santilli. Ah, mais moi, j'ai pas envie. Il manquait juste qu'il nous sorte sa bite comme drapeau. C'est là qu'il ramène. J'adore Santilli. Je suis sûr qu'on va au resto, on se saoule la gueule tous les deux. C'est bien, c'est la vie, tu vois ce que je veux dire. Avec des pots de vin. Maintenant, les gens qui veulent mon bonheur, tu vois, qui se baladent avec des trèfles à 4 feuilles, on a connu ça avec les curés, quand t'étais petit, ils veulent nettoyer les paradis. La rafle s'étend. Tous ces gens-là, il faut s'en méfier, les marchands de bonheur, tu comprends? N'empêche, enfin, là, vous plaisantez beaucoup, mais pourtant, c'est tout un parcours hyper politisé, enfin, vous. Tout le temps que j'ai été l'éditeur de Harakiri et de Harakiri Hebdo, ça a été un journal de voyous, d'un voyou intellectuel, c'est-à-dire d'une grande liberté. Et surtout, on avait quelque chose de commun dans cette équipe, c'est qu'on était tous des mécréants jusqu'à la moelle, c'est-à-dire qu'on ne croyait pas ni en Dieu, ni en tout ça, tu vois. On était des voyous. Je suis resté un voyou intellectuel, et j'espère que je vais crever en tant que voyou, comme ça. Et le jour où Père Machin, il viendra me donner l'extrême onction, je lui mordrai le doigt,
au lieu, s'il me la donne au bout de son doigt, mais je lui mordrai la bite s'il me la donne au bout de sa bite. Attendez, il faut bien que je dise quand même. écoutez, Choron, Comme un exercice. Choron, il y a des tas de gens qui ont vécu en dehors de la religion et qui, au moment de mourir, ont appelé un prêtre. Ouais. Vous seriez peut-être capable de le faire, vous. Même Talleyrand, il a fait ça. Et ça serait ça, peut-être, une ultime provocation, c'est d'appeler un prêtre. Et l'homélie à l'enterrement de Thierry. Oui, mais on est bien emmerdé, maintenant, t'appelles un prêtre, il n'y en a plus. Mais c'est une non-réponse. Non, répondez pour de bon. De quoi? Quoi? Si j'appelais un prêtre, ce serait pour lui foutre un coup de poing dans la gueule en lui disant « Tu m'as fait chier, tu m'as empêché de me masturber quand j'étais petit. » Ah non. Au dernier moment. Ah, Il est irrachetable, Choron. je te jure que non. Je te jure que non. Je te jure. Je suis mécréant jusqu'au fond de mes tripes, tu vois. Ah non, il n'y a rien à faire, Non, pourquoi J'aurais même voulu jamais apprendre le mot Dieu. Tu vois, je m'en fous, j'en ai rien à branler. Même s'il existe un Dieu qui crève, tu vois. C'est tout, c'est terminé. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il trouve? Allez, arrêtez là. Là, il s'entraîne tout seul. Qu'est-ce qu'il trouve grâce à vos yeux? Fait de l'auto-allumage, là. Oui, Oui, parce que sinon, il est en dessous de son image, quand même. Qu'est-ce qu'il trouve grâce à vos yeux? Le cul. Maman, quand elle a écarté ses belles jambes, et puis que je suis sorti de là avec un col de fourrure en disant bonjour le monde. Ah, ça, merci maman. Tu vois. Bon, alors vous qui êtes un peu, avec votre respect, le grand-père de la provocation. J'ai bien le terme vieux con. Alors j'allais dire que toujours, là vous hurliez contre les jeunes, mais c'est un grand classique, parce que finalement vous avez toujours hurlé contre les jeunes. Ah, non. Tout le temps. Je voudrais, et pour qu'un peu on se souvienne de vos excès aussi, et de vos gueulantes, qu'on le revoie, un bref extrait de Droit de réponse. C'était justement à l'arrêt de Charlie Hebdo en 82. On regarde. Charlie Hebdo, ça vous paraît quoi? Ça vous paraît être trop contestataire et pas assez positif? C'est mon impression. Ouais, c'est un journal, disons anarchique. Et je crois que les jeunes, ils ont des préoccupations dans la vie. Et c'est des choses dont ils tiennent compte de plus en plus. Ouais. Et je crois que c'est au détriment aussi d'un certain humour. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? C'est des merdeux. Alors il faut des inviter trous du quoi? cul. Des Bon, cons. merci Choron. Bon, Allez. alors, écoute, excuse-moi. J'espère que la caméra est sur moi. Ce que je viens d'entendre dire là, c'est rien du tout. C'est les mots de ma mère. C'est les mots de ma grand-mère. C'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi du mot. Allez, pas d'un... Bon, pas- d'accord. ils n'ont rien à foutre. Bon, Ça suffit, Choron. ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule. On a envie Alors, de réponse à ton voisin. Vous êtes en train de... J'ai pas changé d'avis parce que, si tu veux, on enterrait un journal comme Charlie Hebdo et tout le monde était en train de pleurer dessus, de chialer dessus. Et Pollack, il un hommage à sa invite façon. des lycéens qui n'avaient jamais ouvert ce journal, tu vois. Et pourquoi des lycéens? Qu'est-ce qu'un lycéen a de plus qu'un ouvrier d'usine ou qu'un mec, tu vois? Et pourquoi des lycéens? C'est l'élite de la nation, le lycée. C'est les branleurs, les lycéens. C'est la période où on ne sait pas baiser. C'est la période où on se masturbe. Je vous arrête une seconde. J'aimerais savoir, simplement, d'où vient cette révolte que vous vous traballez depuis toujours? Ouais, j'ai essayé de me poser la question parce que bon, j'ai quitté l'église en me battant avec le curé. Hein, bon, il voulait me faire foutre à genoux devant. Je sais plus ce que j'avais fait. Pendant la messe, il voulait me foutre à genoux. J'avais 12 ans. Je suis jamais arrivé à me mettre à genoux. Tu vois, il m'a appuyé sur la tête. Bon, on s'est battu. Je me suis sauvé. Il m'a enfermé dans la sacristie, tout le bordel. Bon, après j'ai fait la guerre d'Indochine. Tout le monde nous jetait des pierres. Tu vois, on est parti à la guerre. La CGT, tout ça, tout le monde communiste nous jetait des cailloux. On est revenu la nuit, les héros, mon cul, on nous jetait des pierres. Est-ce que c'est vrai que vous vouliez faire une carrière dans l'armée au départ? Ah oui, parce que j'aimais bien l'ordre, j'aimais bien donner des ordres, et j'ai chopé du galon. La contradiction arrive au galop, là. J'ai fini sergent parachutiste, quand même. C'est un vieux con, il le dit. J'étais sergent parachutiste, quand même, j'ai fini comme ça. Hein. Bon, j'aurais fait un bon général, je suis sûr, oui. Bon, ça va. Mais c'est terrible ce que vous êtes en train de dire. C'était alors, ou carrément, vous voyez, hein, ça fait un peu peur. Mais non, Guillaume est en train de vous regarder. Vous vous rendez compte ce que c'est
que la vie un gars qui va, un conquérant, la vie d'un conquérant, on arrivait en Indochine, on était les rois. C'est formidable, vous avez 18 ans, vous avez... Et je vais me plagier moi-même, mais j'ai envie de vous dire, professeur Choron, qu'est-ce qui vous arrivait quand vous étiez petit pour à ce point être dans cet état-là? Moi, papa est mort, j'avais 11 ans, il est crevé de la tuberculose, c'était pas le sida à l'époque, on avait beau se balader avec des capotes anglaises sur la tête, l'air qu'on respirait, machin, bon, on attrapait la tuberculose. J'étais le premier à l'école, j'ai pas fait d'études parce qu'il a fallu que je nourrisse mes petites sœurs qui me faisaient bander, je leur devais bien ça, tu vois. Donc je suis allé travailler à la fromagerie du village et tout, et puis je me suis vite aperçu que j'aurais les pattes dans le purin toute ma putain de vie si je restais dans ce village de cons. Et à l'époque, il n'y avait pas le club Méditerranée, il n'y avait rien. C'est ça la révolte de départ. Je me suis engagé pour aller pour voir du pays, foutre le camp, tout ça. Et la bascule entre l'armée et après c'est le même boulot. J'ai fait un boulot de voyou après en rentrant de l'armée. Je ne savais rien faire. Donc, ou on m'engageait comme tueur, bon, bah ça va. Ou alors, je vendais des journaux dans la rue et c'est comme ça que je suis rentré dans la presse. Puis j'ai rencontré donc Cavana, Rézère, toute la bande. J'avais un grand journal qui s'appelait Harakiri. Et c'est la morale, c'est les procès et tout ça qui m'ont foutu par terre. Finalement, j'ai été interdit 3 ou 4 fois et des interdictions qui duraient 6 ou 7 mois. Et les braves curés m'ont eu. Ils ont eu ma peau. Et je suis le professeur Choron, ruiné, nettoyé, vidé, allongé dans le caniveau, mais qui ramène encore sa gueule comme il règle de mal à vite. Tu comprends ce que je veux dire? J'espère ramener ma gueule jusqu'au bout et d'être méchant jusqu'au cimetière, tu comprends? Et que je taperai dans le cercueil et tout le bordel de merde, dans le fourgon mortuaire. Bon. La rage, Choron, c'est quoi? C'est quoi? La rage, c'est de voir pas pouvoir s'en sortir. C'est les différences sociales, c'est quoi? Contre quoi vous pestez? En dehors des institutions. Moi, les différences sociales ne me gênent pas du tout. Non, mais en dehors de l'institution, une fois qu'on a parlé de l'Église, une fois qu'on a parlé de l'armée, une fois qu'on a parlé des politiques... Moi, ma République française, je l'ai adorée sur les bancs de ma communale, on me l'a fait adorer. Et puis quand je suis rentré dans cette République idiote, con, pleine de principes, pleine de morale, pleine d'interdictions, pleine d'interdits, je me dis quelle différence entre il y a une République où on m'a fait croire qu'il y avait la liberté et une dictature. Au moins la dictature, c'est tu sais où tu es. Il faut lécher le cul au dictateur. À partir de ce moment-là, tu ne crains rien. Tu comprends? Même Muller n'aurait pas osé. Il est là en train de se dire j'ai encore des leçons à prendre. Abat la morale, abat toute la morale, abat ces idées qu'on nous a... Ça va, avant de commencer l'émission, je m'étais dit, je vais te blinder. On a beaucoup de mal à enlever de son cerveau ce qu'on Donc c'est abat l'hypocrisie, Choron, c'est ça? C'est même pas je crois plus que ça tient de la bêtise que de l'hypocrisie. C'est plus de la bêtise, tu vois. Quelles sont les limites que vous êtes données? Est-ce qu'il y en a par rapport à la vie privée, par exemple? Oui, je suis bien obligé de respecter les règles de la société dans laquelle je vis. Hein? Bon, ça m'énerve de payer mes impôts parce que je sais que ce n'est pas... je sais que c'est du racket. Hein? On me prend mon pognon à moi et on me fait croire que c'est un devoir civique de payer ses impôts. Mais devoir civique vis-à-vis de qui? De mes couilles. Monsieur le Père qui dit aimez-vous les uns les autres. Le Christ a dit aimez-vous les uns les autres. Mais il n'y a rien de plus con que de s'aimer les uns les autres. On a déjà du mal d'aimer ses proches. On ne va pas aimer le voisin. Choron, je crois qu'on avait compris là. Bon. Je crois qu'on avait compris. Par rapport à la vie privée des gens qui vous sont proches, à savoir par exemple votre fille, Michel Bernier. J'aime bien ma fille. Non, mais qui est en train de faire une très belle carrière, commence à être applaudie par ses pairs. Elle vous surprend, oui? Elle a poussé vraiment comme un champignon. Je croyais qu'elle faisait du droit. Je la retrouve au théâtre de Bouvard. C'est tout. Elle aurait bien aimé être là. Elle ne pouvait pas être là, votre fille. Mais elle nous a dit, puis elle le raconte, qu'elle a eu la chance de ne pas devenir droguée ou pute. Alors, comment vous réagissez quand elle dit ça? Elle parle mal, ma fille, elle me déçoit. Attends d'arrêt. Il n'y a pas de honte à être pute, il n'y a pas de honte à être drogué, moi, dans ma tête. Tu comprends? On fait ce qu'on peut dans la vie. Hein. Est-ce qu'elle pourrait vous arrêter, elle? Si elle vous disait, là, arrête, ça m'a fait mal, est-ce que vous arrêteriez? Ou vous vous dites... bien sûr que je n'irai pas lui faire du mal. C'est quand même... bien sûr. Oui, bien sûr.
si tu veux, moi je dis, on peut rire de tout. On n'est pas obligé de pleurer sur tous les morts. Mais toi, tu irais en rire avec la voisine. Ah, mais bien sûr. Non. Mais d'ailleurs, vous avez ironisé sur la mort de vos proches. Bon, il n'y a pas à dramatiser la mort dans notre société de merde. des proches, On dramatise les morts, tu comprends? Oui, mais c'est justement, je crois que la mort aujourd'hui, je le demande aussi à Christophe Lambert, publicitaire, je crois que vous n'allez pas dire le contraire, mais aujourd'hui c'est presque politiquement incorrect de parler de la mort. Incorrect. Hein, on en est la très, maladie. très loin. On sait si on a perculé des interdits, mais alors la mort est un tabou très très difficile à toucher, quoi. Très difficile. Guillaume, comment vous réagissez, vous, aux propos de Choron? À un moment donné, si vos enfants vous disent « Maman, là, tu es allée trop loin, arrête, là, je n'aimerais pas te voir nue ou tenir ces propos », je ne sais pas si je les écouterais ou pas, en tout cas que ça me toucherait, c'est certain. Moi, je sais qu'il y a une image qui a été parue où j'embrassais une fille au Hot d'Or et j'embrassais une actrice de porno sur la bouche et c'est apparu dans Voici, à l'école, et ma fille en a été très très mal. Elle a été venue me dire « Maman, quand tu viens me chercher à l'école, surtout tu dis bien aux copines que tu ne l'as pas fait pour de vrai et que c'est un photomontage. » Donc j'ai bien compris qu'elle en souffrait. C'est pas pour ça que j'ai arrêté d'embrasser des filles sur la bouche, c'est évident. Mais vous lui en parlez? Mais je lui en ai parlé, bien entendu, et j'ai pris conscience que ça la blessait. Mais le problème n'était pas que j'embrasse une fille sur la bouche, c'était le problème de ce qu'en avait fait Voici. Donc c'est à Voici que j'irai casser la gueule. Si l'occasion s'en présente. Michel Bernier, votre fille nous a dit aussi que vous aviez du mal à être heureux parce que vous ne compreniez pas les humains. Aussi, non mais oui c'est ça, oui, c'est un peu ma réaction. Est-ce qu'elle a raison? Oui, c'est sûr que c'est difficile d'être heureux quand tu entends des conneries tout le temps, c'est tout, puis voilà quoi. Père Rougier, vous comprenez finalement la colère de départ de Choron? C'est fascinant. J'ai rencontré dans ma vie des personnes qui avaient cette révolte intérieure et qui en dit long, qui parlent. C'est un message, là. Et moi, ce que j'entends derrière, c'est sans amour, on ne peut éprouver que de la révolte et un cri. Donc il y a un « aimez-moi ou je meurs » derrière ces paroles, ou « aimez-moi ou je mords ». Et moi, j'aimerais... Je n'avais pas découvert Choron sous cet aspect. Hein. Je le croyais simplement cynique et dans la dérision. Là, je découvre une blessure formidable et un cri qui s'échappe de cette blessure. Enfin, putain, c'est racheté. C'est racheté. Non, arrêtons. Voilà, c'est presque la réclame. Arrêtons ça, mais je savais que ce serait récupéré comme ça. À partir du moment où vous dites je suis athée, je suis mécréant, les curés disent oh là là. Il est malade. C'est la rédemption te guette. Non, face à l'athéisme, je pense à la réflexion de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a apporté quelque chose, finalement, la provocation, que ça a servi à quelque chose? Oh non, puis j'en ai rien à foutre, tu sais. Moi, je vais te dire, ouais, je ne sais pas si j'ai apporté quelque chose, j'en sais rien. Je vais passer une seconde sur la Terre, on oubliera vite Harakiri et le professeur Choron et tout le merdier. Donc profitons-en, la vie est là, on respire, c'est beau, il y a les petits oiseaux, il y a tout ça. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez regretté une parole dite ou quelque chose que vous avez fait en vous disant là, j'ai dépassé les bornes ou jamais? Moi, j'ai regretté une fois, c'était quand il y a eu l'histoire de Crépy-en-Valois, les cars scolaires, là, les cars qui partaient en vacances, qui avaient grillé. Et alors, on avait fait, avec Jean-Marie Gouriot, on travaillait pour Harakiri, et on avait fait un espèce de hit parade des grandes catastrophes de l'été, parce qu'il y avait eu plein de catastrophes à ce moment-là. Il y avait eu la bombe, le camion bombe dans un camp de camping espagnol et tout ça. Et dans les hit parades, on avait mis donc ces cars-là et tout ça. Et les parents, bon, ils m'ont fait un procès et je me suis retrouvé au tribunal, au milieu des parents qui souffraient, tu vois, devant la souffrance. Et j'étais jugé devant ces parents qui avaient les yeux rouges et tout ça. Donc, personne n'a compris. Mais c'est un truc qu'après, je l'ai regretté pour le moment vécu, quoi. Le moment dur, difficile, peut-être de ma vie d'humoriste, quoi, là-dedans. C'est vrai que ce n'est pas au même niveau. Vous confrontez aux parents, c'est absolument impossible. Nous, on faisait de l'humour et d'un seul coup, on te met devant la catastrophe. Quoi, mais à partir de là, vous avez changé d'attitude? Ah bah non. Non, jamais. Après l'émission de ce soir, c'est culotté. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.